Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai l'immense plaisir de vous partager cette discussion avec Christian Georges, l'un des 6 cofondateurs de Vestiaire Collective. C'est un long épisode que je vous partage aujourd'hui, donc on va le couper en deux. On rentre vraiment dans les détails de l'aventure, de l'épopée d'entrepreneur de Christian. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Je voudrais remercier Laurie Metcherski du site Good Moods pour sa mise en relation avec Christian. J'espère que ces 2 épisodes donc à venir vous plairont autant qu'à moi. On va vraiment aller dans les détails de toute l'aventure entrepreneuriale de Christian. Je vous souhaite une très bonne écoute de Génération Do It Yourself avec Christian Georges et votre serviteur Mathieu Stéphanie. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Christian Georges. Christian Georges est le fondateur de Vestiaire Collective. Bonjour Christian. Bonjour Mathieu. Alors je suis ravi de te recevoir aujourd'hui sur Génération Do It Yourself. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Bien sûr, Christian Georges, donc entrepreneur depuis longtemps, toujours été entrepreneur, jamais vraiment salarié. Et juste pour rectifier, je suis cofondateur de Vestiaire Collective. Tout à fait. Important, oui. On était 6. Ce qui est beaucoup, hein. C'est la première réaction qu'on a à ce chiffre 6 personnes. On y reviendra, mais sur une entreprise, la création d'une entreprise, on se dit que ça fait un paquet de personnes, quoi. Ouais, 6 c'est assez rare. Moi j'ai essayé plusieurs versions, 3, 1, 4. 6 c'est une expérience un petit peu particulière. Pour le coup, tu as une étude qui a été publiée à l'INSEAD avec le cas Vestiaire Collective, sur lequel j'avais participé justement C'était étrange, comment tu montes une boîte à 6 et comment tu fais pour en arriver là à 6. D'accord. Et alors, le résultat de cette étude ou toi, ta position sur le sujet aujourd'hui ? Oh, moi, je pense que c'est pas un critère fondamental en fait. Je pense qu'il faut plusieurs associés. C'est important pour qu'il y ait de la balance qui se fasse dans les décisions, dans les stratégies. Et puis souvent à plusieurs cerveaux, t'es meilleur. Et puis t'as des choses très soft skills, d'autres plus hard skills. Du coup, ça crée des beaux équilibres en fait. Dans Vestiaire, on était 6. Bien sûr, c'est original. Bien sûr, ça a créé des chemins, pas forcément les plus directs, mais c'est évident que ça a apporté énormément de valeur. Sachant que, comme tu le dis, il y a les avantages, les inconvénients. On peut voir très vite un inconvénient qui est de se dire si je revends, je partage en 6 plutôt que partager à tout seul ou en 2. Mais il y a aussi t'es meilleur à plusieurs cerveaux et je crois que souvent il y a des cerveaux que quand tu commences une aventure, que tu peux pas forcément te payer parce qu'ils coûteraient trop cher quand ils sont cofondateurs. Quand vous êtes beaucoup, si t'as 6 personnes très intelligentes, très motivées, qui ont une soif d'apprendre et d'entreprendre, il y a probablement une force incroyable en fait dès le début. Ouais, dans Vestiaire, c'était exactement ça. Alors, évidemment, il y a de la dilution. T'es 6 à partager les parts, donc l'aventure est un peu différente. Toutefois, depuis le départ, pour répondre à ce point-là, nous, on était convaincus qu'on avait un gros projet. C'est-à-dire le jour où on a partagé l'idée, on s'est dit on va y aller, on avait vraiment déjà la sensation que ça allait être une grosse structure. On avait une ambition importante. Et pour la plupart des gens qui étaient dans le Vestiaire, on était plutôt des trentenaires en fait, voire quarantenaires. On avait déjà tous eu une expérience pas forcément entrepreneuriale, mais assez pointue. Et quand tu reprends les premiers decks, ce que j'ai fait il y a pas longtemps de Vestiaire, et que tu regardes un petit peu les différents profils des cofondateurs, tu vois qu'il y a beaucoup d'expertise sur des domaines très particuliers. L'un sur le corporate, l'autre sur la mode, le marketing, la logistique, toute la partie créa, toute la partie tech. À nous tous, on avait vraiment une capacité d'exécution super importante. Ce qu'on appelle un deck, je le précise, c'est souvent pour les investisseurs, une présentation PowerPoint, une présentation en tout cas de l'activité. Tout à fait.
D'accord. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Pour remonter un peu avant toute cette aventure, que je suis impatient de découvrir de l'intérieur, en tout cas. Je précise déjà que tu viens de quitter Vestiaire Collective. Tout à fait. Septembre. Fin septembre. Que tu viens de poster quelque chose, notamment sur Medium. Enfin, un post qui, celui-là, date du mois de décembre, hein, je crois. Ouais, je l'ai posté il y a 15 jours. D'accord. Et donc. Avant de quitter Vestiaire, avant de créer Vestiaire Collective, avant d'arriver là, c'est quoi ton parcours? Tu as grandi à Paris? Oui, un petit peu à Paris, dans le 17e, mais surtout dans une petite ville derrière le bois de Vincennes qui s'appelle Saint-Maur. D'accord. Où je suis né, où je réhabite aujourd'hui, en fait. Okay. Et donc banlieue très tranquille de la région parisienne, et où j'ai fait la plupart de mes études. D'accord. Et donc tu es resté dans ce coin-là pour faire quel type d'études? Du coup, toi, tu as un background de... Moi, j'ai fait une fac d'éco, sciences éco et gestion, en fait, que j'ai plaqué en 3e année, ou je l'ai même pas plaqué en hard, j'ai plaqué en soft, c'est-à-dire que en 2e année, j'ai commencé à monter ma première société, et puis je suis passé en 3e année comme ça, avec des modules à rattraper de la 2e, et en fait, je suis jamais retourné sur les bancs de la fac, et c'est la vie d'entrepreneur qui a commencé. D'accord. Tel un Mark Zuckerberg en toute modestie. Le finish est pas le même. C'est venu tout seul. Et alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tes parents sont entrepreneurs ou tu as ça dans le sang? Non, moi j'ai toujours bossé. Donc quand j'étais ado, je bossais au marché, je vendais des fruits et des légumes pour le plaisir d'avoir un peu d'argent de poche, hein, pas par nécessité du tout, parce que mes parents m'ont apporté exactement tout ce qu'il fallait. Je pense que j'ai été élevé avec des traditions très ouvrières. Mes parents, ils sont immigrés portugais. Je suis 100% d'origine portugaise. Et t'avais vraiment ces traditions. Les mains noires, faut manger du pain blanc, faut travailler. Le travail, c'est ce qui fait l'homme et tout ça. Et du coup, ils avaient des métiers très modestes. Hein. Mais j'ai toujours eu en tête que le travail, c'était quelque chose de très accomplissant, en fait. Hein. Et ça, je l'ai réalisé plus tard. Mais finalement, j'ai toujours bossé, gardien de nuit quand j'étais à la fac. Voilà, l'été, je prenais standardiste, je faisais tout ce qu'il fallait pour bosser. En fait. Je dis ça avec, ça pourrait être mal perçu, mais avec moi beaucoup d'admiration plutôt. Mais je pense qu'il y a toute une génération de Portugais qui sont arrivés en France, qui sont de vrais besogneux, j'emploie ce terme, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire on dit ça, travailler dur, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans du gardiennage, dans du ménage et dans des choses comme ça. Il y a énormément de sociétés dans tous ces univers qui portent des noms portugais, qui sont faits par et montés par des gens qui travaillent énormément. C'est un truc que tu as ressenti, toi? Enfin, Ouais, alors j'ai jamais été baigné dans une culture portugaise très importante, mais aujourd'hui ça fait partie des... Moi je considère pas le travail comme une corvée en fait, du tout, je l'ai jamais considéré, ça a toujours été de l'accomplissement, faire des choses, réussir à tu vois, connecter des points, faire en sorte qu'on puisse avancer, qu'on se fasse plaisir. Et finalement, ma quête me semble avoir toujours été de trouver de l'accomplissement pour moi et les gens qui m'entourent dans des choses concrètes en fait. Aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de dire à mes fils. J'ai 4 garçons. Et 4 garçons, pas mal. Ouais, merci. Et donc, le plus grand a 14 ans. Et donc, on aborde ces sujets-là. Aujourd'hui, j'ai trouvé un stage pour mon stage de découverte qui est tout mignon. Il va dans une petite start-up qui s'appelle Coach Guitar, qui font une petite application où tu peux apprendre à jouer de la guitare. D'accord. Mon fils est passionné de guitare. Super. Il rencontre des codeurs, des graphistes. C'est une petite boîte. C'est ceux qui ont reçu Cook il y a pas longtemps, quand il est venu à Paris. Okay. Et du coup tout ça c'est passionnant et ça lui montre justement ce côté que je voulais lui montrer moi du travail, qui était que c'est quelque chose où tu peux t'accomplir. Et pour revenir à la création de ma première boîte, qui était une web agency, on voulait faire une startup de création de sites de villes comme eCity, Cityvox. Ça c'est le tout premier projet. Donc ville par ville en France, vous dire on va les aider à créer des sites. Et ça c'était ma première boîte. En 2e année de fac. En 2e année de fac, en 98, je pense, quand on a commencé à travailler en réalité. Donc à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de techno, un peu de web, voilà. Et du coup, quand j'ai monté ça, je l'ai pas fait pour créer l'entreprise. C'est parce qu'on était une bande de potes et qu'on avait envie de faire quelque chose en commun. Et c'est devenu naturel. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si on apprenait à faire du code et du graphisme. Alors il se trouve que moi, je faisais déjà un peu de graphisme à l'époque parce que
je tombais amoureux quand j'habitais à Paris, je tombais amoureux d'une Saint-Maurienne. Et donc, je m'étais débrouillé pour rester scolarisé à Saint-Maur. D'accord. Donc, je prenais le RER comme ça, je faisais Malesherbes, Saint-Maur-des-Fossés tous les jours. Et pour passer le temps, je me suis mis à taguer, en fait. Donc, je taguais du soir au matin et ça. Dans le métro ou dans non. Ouais, métro, RER, on ne coupera pas, hein, je l'assume. Non, oui. Il y a prescription. Il y a prescription, ouais, c'est ça. Et ça m'a vraiment fait intéresser à l'art urbain, tu vois. Et puis derrière la calligraphie, je suis passé à faire la calligraphie. D'accord. Et puis Photoshop 2 à l'époque. Et pour le plaisir, je commençais à faire des jaquettes de CD ou des trucs comme ça pour moi. Et quand on s'est réunis avec nos potes et qu'on avait envie de faire quelque chose qui n'était pas forcément resté sur les bancs de la fac, on s'est dit bah tiens, on va faire des sites de ville. Il y en a un qui a apporté cette idée-là. On s'est lancé. Et voilà, moi j'ai commencé en faisant le graphisme du premier site internet. Il fallait faire du code, du coup j'ai acheté un bouquin de HTML. Il n'y avait pas de formation, il n'y avait rien, ni pour le graphisme, ni pour le HTML. Et puis on a lu le bouquin et on a appris ce que c'était en fait. Déjà, t'avais de la chance si le bouquin était en français, j'imagine à l'époque, donc peut-être pas, mais en français, si, je crois bien. Et alors, c'était qui ton premier client? Quelle ville? Et ben c'était Saint-Maur, bien entendu. Quel lien? C'est ça. Mais on n'est pas resté longtemps sur l'idée en fait. Alors aujourd'hui on parlerait de pivot. À l'époque on savait pas trop ce qu'on faisait, mais quand on a eu besoin. Parler de tâton, finalement. Ouais, exactement. C'est un peu le même concept, un peu moins théorisé, mais c'est bien de le théoriser. Parce que du coup ça apporte beaucoup de réflexes aux jeunes entrepreneurs entre guillemets qui peuvent se dire ah bah ouais quand ça marche pas, faut que je fasse un truc. Et le pivot. On pourra revenir dessus. Je trouve fabuleux en fait la vitesse à laquelle vont les jeunes qui sortent d'école, etc. Moi, je trouve ça vraiment super dingue. À la limite, j'allais le faire, mais je te laisse expliquer ce que c'est un pivot pour ceux qui savent pas ce que c'est. Ah, eh bien, c'est quand par exemple, on a une embûche, on est en train de réaliser une idée, on cherche à développer un marché, et à un moment donné, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, en fait, pas comme on voudrait. Et donc là, on va pouvoir essayer de s'ouvrir l'esprit pour essayer de changer de chemin de la société. Alors, est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce qu'on l'a fait assez tôt? Est-ce qu'on le fait trop tard? Est-ce qu'on est obtus? Est-ce qu'on n'est pas à l'écoute du marché pour pas comprendre qu'on va dans le mur? Donc le pivot, c'est vraiment cette action de réaliser en fait que on prend une mauvaise direction et de changer plus ou moins radicalement. Donc plus on est radical, plus on peut vraiment parler de pivot. La société. L'exemple de Vestiaire Collective est une société qui a jamais pivoté. On a mis les wagons sur des rails en se disant ça va aller là-bas et on l'a déroulé. Donc je dis pas que les rails ont toujours été en ligne droite, mais voilà, ça a vraiment déroulé comme ça. Et tu me fais un grand sourire parce que c'est vraiment le rêve de beaucoup peut-être plus que de l'entrepreneur, de l'investisseur, la boîte qui se met sur des rails et qui avance. Mais je vais dire, j'ai l'impression que quand tu présentes un business plan à un investisseur, il se dit oui bon, il est gentil, mais je crois qu'ils sont pas très attachés à l'idée initiale, ou plutôt quand tu parles avec des investisseurs, c'est l'équipe qui compte. Ouais. Bien sûr, il faut que l'idée que tu leur proposes elle percute, on sent que ce soit quelque chose qui puisse avoir du potentiel, mais souvent ce qu'ils te disent, c'est qu'ils misent avant tout sur les humains et leur capacité à se rendre compte qu'ils sont sur le mauvais chemin et à pivoter pour réorienter en fait toute l'énergie, dont l'argent qui a été mis dans la société. Donc vous avez pivoté sur cette première start-up. Oui, à un moment original, c'était, on s'est dit, pour continuer, on nous a proposé de l'argent, 1 million de francs à l'époque, donc pas grand chose aujourd'hui. Et on connaissait pas cet univers de la levée de fonds. Moi, je le connaissais pas du tout à l'époque. Aujourd'hui, je suis un peu plus rodé. Mais on y reviendra, mais je confirme. Ouais. et du coup, ça nous a fait peur. Et on s'est dit oula, qu'est-ce que ça implique? C'est quoi cette histoire? Et erreur ou pas, hein, en tout cas, on s'est dit on va se transformer en agence de développement. Et on a commencé à faire des logos, des brochures et du site internet pour ceux qui voulaient bien en acheter. D'accord. Sachant que j'imagine que dans la problématique des villes, c'est que tu passes toujours par un appel d'offres ou au moins à partir d'un certain prix, non? Oui, à l'époque, on vendait des trucs tout petits, quelques milliers d'euros, vraiment tout petits, donc on n'avait pas trop ces problématiques-là, ça passait bien. Mais on commençait à vendre aux commerçants du quartier, le site de la boulangerie, de la pharmacie, enfin pas pharmacie parce que c'est réglementé, mais tout ce qu'on pouvait. Donc c'était vraiment un tout petit business. Et on avait on comprenait bien que discuter avec des mairies c'était compliqué. Et
tous les concepts de scale, de capacité à aller vite, de stratégie, c'est des choses que nous, on n'avait pas intégrées à l'époque. Et donc, on s'est dit, le truc qu'on sent le mieux, et là où on s'amuse le mieux, c'est de fabriquer des sites internet. Donc, il n'y avait pas assez de clients pour le site internet à l'époque, où c'était déjà trusté par des boîtes avec des trucs épais. Nous, on n'avait pas de développement en interne. Du coup, on s'est vraiment orienté sur du site plaquette, ce qui était très intéressant. Et du coup, ça te mène dès la 3e année à en fait quitter la fac pour ce projet. Oui, la fac, j'ai vraiment quitté sans m'en rendre compte en fait. Moi, je suis pas retourné, et puis l'année d'après, je me suis dit au fait. J'ai oublié. Je crois que c'est fini la fac. Maintenant, on va s'amuser là-dedans. D'accord. Et du coup, vous étiez combien? On a dû être jusqu'à 8 dans cette petite boîte. Donc combien d'associés du coup? 3 associés. D'accord, 3 associés. 3 associés avec des histoires, bien sûr, il y a toujours des histoires, tu sais, avec un associé qui s'en va, marché de ses parts, on les donne à l'autre qui a donné plus de travail. Donc ça c'est vraiment l'histoire, en fait, c'est pas un long fleuve tranquille, il y a toujours des histoires à gérer. C'est ta fac à toi, quoi, quand même un peu ce truc-là aussi. Je veux dire, c'est comme quand je t'entends, tu parles de pivot, de scaler, de levée de fonds pas faite, etc. T'as appris plein de choses dans ta vie d'entrepreneur. Énormément. Et celle-ci a fini en liquidation judiciaire. Donc je suis passé au tribunal pour la fermeture, j'ai été coté à la Banque de France parce que j'étais un vilain entrepreneur qui a fermé une société. C'est énormément d'expérience. À quel âge tout ça du coup? Je devais avoir 27 ans. 27 ans, ou un truc comme ça. 28 peut-être. Donc elle a tenu quelques années cette structure. Oui, quelques années, non, c'était bien. Et puis on est tombé sur liquidation pour des histoires vraiment humaines. J'ai un de mes associés qui est décédé, et puis nous on n'avait plus le cœur au travail en fait. D'accord. Donc dans un moment on avait beaucoup investi, on avait embauché des employés. C'était compliqué de travailler quand t'as ton meilleur ami associé qui est décédé. Et du coup, voilà. Donc à la fin, la société elle était un peu short cash. Et je pense que l'expérience la plus marquante pour moi dans cette fermeture-là était l'impact social que ça avait. Je trouve que c'est une belle histoire parce que t'es accompagné par des gens, des salariés qui croient en toi. Et je m'en suis aperçu au moment où il y avait plus de cash dans cette société, que j'arrivais plus à payer les salaires et où on n'avait pas le cœur de relancer en fait l'activité vraiment. Et donc, j'ai aidé mes salariés de l'époque à leur dire, allez chercher du boulot, ça va pas le faire. Et j'ai des gens dans l'équipe, enfin la plupart d'ailleurs, toute petite équipe, qui disaient non mais Christian, on va y arriver, ça va le faire, je ne ferai pas de CV, je n'irai pas postuler. Et à un moment donné, est arrivé le moment où on était vraiment short cash et je pouvais plus payer les salaires. Et je pense à un développeur notamment qui était hyper accroché à moi et qui se battait pour que ça continue. Et moi j'avais du mal à me battre à l'époque et du coup j'ai dû faire le plan de licenciement et tout ce qui allait avec. Et il m'en a voulu énormément en fait, parce que à la fin lui il avait vraiment cru en moi et en ma capacité à redresser le truc. Et ça a pas marché. Ouais, c'était une aventure vraiment hyper touchante où j'ai compris en fait que le fondamental, c'était même pas le business, c'était vraiment l'humain en fait, et que tu avais une capacité à prendre des gens avec toi et les emmener à accomplir des choses, je dirais pas déraisonnables, mais très au-delà de ce qu'on peut imaginer quand on est loin du marché du travail ou quand t'es jeune et que tu penses comment ça doit marcher dans énormément de sociétés en fait, où t'es très distant par rapport à ce que tu fais, c'est très utilitaire, etc. Non, il y a vraiment une capacité à sortir de la force, de la ferveur et à faire de l'accomplissement dans des centaines d'humains. Et il t'a fallu trébucher pour t'en rendre compte. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que finalement tu t'en étais pas, semble-t-il, pas rendu compte à ce point-là avant d'arriver à cette période difficile. Et j'avais d'autres points de vue sur la vie. Oui. Ouais, j'avais d'autres points de vue sur la vie. Et typiquement, je pensais que, tu vois, je sortais mes études d'économie, donc forcément, j'avais un peu cambergé sur les systèmes, les équations économiques et tout ça. Et je me disais vraiment, j'étais de ceux qui pouvaient dire non, mais le chômage, c'est pas bien, les gens, faut qu'ils se démerdent, faut qu'ils travaillent, pourquoi est-ce qu'on irait les payer s'ils faisaient rien, en fait. Voilà. Donc, je peux te promettre que j'ai radicalement changé de vision quand je me suis rendu compte à quel point c'était pas des formules de mathématiques en fait qui régissaient l'ensemble, à quel point l'humain c'est la matière première et c'est là-dedans qu'on crée de la valeur en fait. C'est un pivot mais là personnel cette fois-ci, donc du coup c'est intéressant et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment ces périodes te font évoluer, sachant que j'imagine que
j'ai pas encore moi vécu, j'ai pas encore, je l'attends pas avec impatience, hein, mais le dépôt de bilan c'est pas une étape obligatoire. Oui, hein, c'est ça, c'est ça. Absolument. Mais je me dis que le vivre assez tôt, ça doit être très enrichissant. Alors après, en plus, j'ai l'impression que tu as doublé tout ça d'une affaire personnelle avec ton associé qui est décédé et tout ça, où tu as vraiment touché le fond, potentiellement, enfin, un manque de motivation, etc. Quand t'arrives là en tant qu'entrepreneur, tu disais tout à l'heure en introduction que tu avais toujours été entrepreneur, c'est quoi le drive? Comment tu t'as planté ta première boîte, tu te dis quoi? Je vais chercher du boulot, qu'est-ce qui se passe là? Je pense que j'ai bâti mes premiers réseaux et mes réseaux après avec beaucoup d'affectifs aussi, avec les clients qui nous faisaient confiance. Bien sûr, on avait des clients standards comme tu peux les avoir partout. Et du coup, moi j'ai eu du travail tout le temps. C'était de la prestation. Je faisais de la création de logos, de sites internet. Je développais. Je suis graphiste. Je suis vraiment, enfin, je sais faire, hein, donc j'ai des milliers d'heures de Photoshop, etc. Donc naturellement, en fait, je pouvais encore avoir de l'activité. J'ai eu une opportunité à l'époque de travailler dans un autre univers que j'aime beaucoup, qui est le jeu vidéo. D'accord. Et donc on m'a proposé d'être directeur artistique freelance pour une boîte de jeux vidéo française. D'accord. Honnêtement, c'était, enfin. Je voulais pas travailler, je voulais prendre des vacances en fait après ça. Mais ça s'est enchaîné directement, on m'a fait une proposition, j'ai demandé un chiffre beaucoup trop gros, ils m'ont dit oui. Donc je me suis dit bon bah c'est tellement bien payé que vu que je pense qu'en les premières années je me suis versé un SMIC le dernier mois en fait. Ouais. Donc je me suis dit bon bah super, je vais faire ça, c'était génial. J'ai beaucoup travaillé et j'ai beaucoup aimé en fait travailler dans cet univers-là. Et puis voilà, et puis après quelques mois d'après, ça m'a fait travailler en freelance, donc j'ai monté une petite boîte de freelance où je travaillais tout seul finalement. Là, j'avais mon activité où je faisais de l'ADA web principalement. Et puis rapidement, je suis retombé dans une autre société, un pote à moi qui me dit viens nous faire le logo de la boîte. Hein. Et puis j'ai trouvé une équipe géniale. Hein. Moi, j'avais encore des bureaux et tout, donc je les ai mis chez eux. Ils déménageaient, ils avaient ni chaise ni bureau. J'avais tous mes anciens, puis je me suis mis à bosser avec eux. 2 mois après, ils me proposaient des parts de leur boîte pour qu'on se mette ensemble en fait. Et puis c'est reparti comme ça. En fait. Écoute, j'ai fait 1 ou 2 épisodes avec Geoffrey Bruyère de Bonne Gueule ou Grégory Pouy, où en fait quand tu lis ou tu écoutes au travers des lignes et des mots, tu te dis que le blog mène à tout, mais toi, j'ai l'impression que dans ton aventure, le logo mène à tout, en fait, quelque part. D'accord. Et donc, du coup, tu te retrouves, alors, dans la partie gaming, tu fais du design de jeux vidéo ou t'es vraiment plus sur tout ce qui se passe autour de la boîte ou t'es vraiment dans... Moi, le jeu vidéo, j'aime ça. J'ai toujours aimé ça. J'ai même réussi à être un peu dans mes jobs d'été testeur chez Ubisoft, machin. Enfin, c'était vraiment un truc qui payé pour faire du jeu vidéo. Ouais, j'aime bien. Même si je joue plus vraiment aujourd'hui, mais voilà, j'aime beaucoup ça. Non, c'était vraiment DA web. D'accord. Donc, je créais des sites internet et c'était mon activité principale. Lorsque je rejoins donc la 3e structure là, qui s'appelait Réseau Local, ouais. Eux, ils avaient un truc rigolo. C'est ils voulaient faire de e-sport. Et donc faire des compètes de jeux vidéo et se dire que demain il y aura la publicité dans ce qui arrive aujourd'hui dans les jeux vidéo. Quelle année? Je sais pas quand est-ce qu'ils se sont montés, mais c'était très tôt. Hein. C'était c'était il y a 15 ans. Ouais, d'accord. Plus de 15 ans en fait. Hein. Donc Réseau Local, la boîte existe toujours, elle fait de l'événementiel dans le jeu vidéo, mais ils font plutôt des salons, ils aident les éditeurs jeux vidéo à avoir des stands impeccables et d'avoir tout ce qui tourne. D'accord. Et du coup, après, donc cette boîte, tu l'as rejoint, tu deviens associé. Ouais. Pareil, donc là-dessus, tu arrives sur le tard, finalement, ou elle existait depuis longtemps ou... Je dirais 2 ans. D'accord. Je dirais 2 ans, si je me trompe pas. Elle existait depuis 2 ans et simplement ils avaient bien du mal à trouver des financements pour gérer cette activité de e-sport qui était hyper intéressante. Et moi je venais avec mon background web agency et des clients en fait qui me suivaient de mes histoires passées en fait et avec de l'activité à réaliser. Donc eux, ils avaient un développeur en interne qui avait développé tous les systèmes qui faisaient tourner les ordinateurs, les serveurs de Counter-Strike, etc., qui s'appelle Alexandre Cognard.
qui a rejoint mon aventure à ce moment-là, en fait. Et donc Alex, c'était le développeur, il était associé, bien entendu. Moi, j'arrivais graphiste et avec des clients. Et puis on s'est dit, bon, bah, ce qu'on va faire, c'est Christian et Alexandre, ils vont se mettre ensemble. Ils vont développer du site web, et comme ça fera de l'argent qui va financer l'autre activité qui est déficitaire, en fait. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, on a eu 2 business lines, on peut dire, aujourd'hui, dans Réseau Local, société qui existe encore toujours. Et on a eu 2 business lines et qu'on a développé. Et puis, 2-3 ans après, on s'est dit, bon, quand même, c'est très différent. Et puis, ça se mélange un petit peu. Donc, on va couper la boîte en 2. Et on a fait RL Agency, qui était ma web agency avec Alexandre, juste nous 2. Et puis, les autres qui sont restés dans Réseau Local. Et donc, moi, je suis parti avec Alexandre. Belle rencontre avec qui je cofonderai plusieurs autres structures et notamment Vestiaire Collective. D'accord. Et qui est sorti avec moi des Vestiaires Collective donc cette année également. Et donc après on est reparti sur notre aventure de web agency pure. Ok, et donc là-dessus, juste pour comprendre, parce que c'est pas si simple pour l'avoir vécu les mouvements de capitaux, enfin. Quand on est dans une structure comme ça, donc Réseau Local par exemple, donc vous aviez Alexandre et toi départ, vous travaillez sur une business line, donc une partie web agency, pendant que les autres, je reformule un peu, hein, mais travaillez sur la partie plus e-sport. Vous scindez tout ça. Vous arrivez à le faire sans engueulade ou enfin non, il y a des engueulades. Ouais, il y a des engueulades. Enfin, je pense que tu peux tout faire. Mais nous, à un moment donné, pour en arriver à cette séparation, il y a forcément des histoires humaines. Et même quand tu fais le découpage à la fin, il y a des trucs qui sont pas logiques, comme l'hébergement, il est resté de l'autre côté, du côté e-sport, alors que c'était assez naturellement dans la web agency, parce qu'il y a une histoire de personnes en fait. Ouais. Donc c'est vraiment la plupart du temps. En tout cas, dans mon histoire à moi, c'était toujours des problèmes d'alignement ou de considération de comment on doit faire les choses, de vision. Il y a plein de sujets qu'on pourrait développer. Et à un moment donné, on se sent plus bien ensemble. Et donc, il y a dans mon entourage, j'ai vu beaucoup d'histoires se réaliser comme ça. Elles se finissent pas bien forcément. Je pense que la bonne chose, c'est de le réaliser et de réussir à comprendre que mieux vaut un split ou une sortie ou en fait il faut faire un acte pour réussir à remettre les choses dans le bon chemin, sinon en fait l'ensemble de l'activité périclitera parce que une boîte, bon à moins que tu sois une énorme structure, elle est toujours poussée en fait par les gens qui sont dedans et qui travaillent. Donc t'as des histoires comme par exemple je ne pense pas me tromper en disant qu'à un moment donné au début Sarenza, avant d'avoir été racheté par Trepose, c'était une histoire extrêmement compliquée et que t'avais limite 3 fondateurs et enfin j'en parlerai pas trop, mais je crois qu'il y avait vraiment des factions avec les employés qui étaient pour l'un, pour l'autre ou pour l'autre, et que ça permet pas à une structure de marché, quand bien même t'as touché un marché, quand bien même ça il y a du potentiel en fait. Il faut se mettre d'accord et il faut réaliser à faire des choses. Sachant que tu finis un peu enfermé dans ton alors que t'es entrepreneur et que tu fais ça un peu pour aussi avoir une certaine liberté, tu finis un peu enfermé dans un endroit où t'as du mal à bouger. Mais ça me fait aussi rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est pas que des chiffres. Ce que je veux dire, c'est que on voit souvent des structures qui se créent où t'as une répartition, par exemple, de capital, puis t'as au fur et à mesure des évolutions des gens qui travaillent. Qui trouvent que cette répartition est injuste parce qu'ils travaillent beaucoup plus alors qu'à l'origine ils ont investi beaucoup moins que d'autres et du coup la réponse très rationnelle va être bah oui mais bon à l'époque sur 100 t'as mis 20, t'avais eu 20% et puis bah moi j'ai mis 80, j'ai eu 80% et puis bah il y en a un qui fait rien et l'autre qui fait tout et du coup 10 ans après quelle est la valeur de ces 80 et de ces 20 dans la structure? C'est très compliqué tout ça. Alors c'est compliqué, mais aujourd'hui on commence à avoir de plus en plus de mécanismes et je pense de savoir pour régler ça. Aujourd'hui quand t'as un fonds d'investissement ou un business angel un peu éclairé qui rentre dans une boîte avec je sais pas 30% de capital dormant par exemple, ça fait pas de sens en fait. Quand bien même c'est la personne qui a aidé à lancer un projet, ça a pas de sens. Donc souvent tu vas avoir des deals hors deal, dire ouais je rentre, mais les 30% là du mec qui fait rien parce qu'il a mis un peu il y a longtemps, on va les régler quoi. Donc on va le payer, on va faire rien, enfin on va trouver. On peut pas avoir 30% de capital dormant dans une société, ça a pas de sens en fait. Et pourtant, j'ai fait des boîtes comme ça, comme toi. Du coup,
C'est des choses qu'il faut régler. Non, moi souvent ce que je conseille aujourd'hui quand on me demande par quoi on commence, quels sont les bons basiques pour lancer une boîte, moi je pense qu'il faut faire vraiment un mini pacte en dehors des pactes traditionnels qu'on réalise en fait quand on fait des levées de fonds et tout ça. Et je pense qu'il faut se mettre d'accord avec les gens à qui tu montes la boîte au départ, les fondateurs. Et essayer de sortir des sujets du type oui bah moi je vais bien faire la compta mais en fait ça m'ennuie un petit peu, du coup j'aimerais bien qu'un des premiers salaires une fois qu'on aura un petit peu de sous sera de prendre un comptable parce que je me sens pas l'âme du comptable. Donc j'avoue que c'est des visions un peu éclairées, il faut savoir que t'aimes pas la compta avant de te lancer et écrire ça, donc c'est sûr que si t'as 22 ans et que tu te lances c'est un petit peu compliqué à imaginer, mais s'écrire ensemble que dans un an on a besoin d'un SMIC ou d'un petit peu plus ou qu'il y a de s'écrire un petit peu comment est-ce qu'on voit le développement de la société, se mettre d'accord et le mettre dans un papier, ça permet de revenir, si on lance une boîte tous les deux Mathieu, que je revienne vers toi en disant bah oui t'as vu il y a un an quand on s'est lancé tu m'as dit que tu ferais toute la partie commerciale et là en fait t'es en train de faire du VTT tous les jours et du coup tu comprends bien que ouais mais j'aime pas le commercial me réponds-tu, et du coup l'histoire c'était quand même celle qu'on s'est écrite ensemble il y a longtemps. Donc ce mini pacte qui écrit un peu les grandes lignes de ce qu'on a, comment on se projette, de comment est-ce qu'on va travailler ensemble et l'implication qui est demandée, permet pas de régler les problèmes, mais ça fait un socle de discussion intéressant. Parce que souvent on se lance dans la belle épopée de la création d'entreprise sans forcément imaginer en fait que demain ça va qu'il y a des choses qui peuvent faire des vraies divergences. Puis des fois tu tombes amoureux d'une fille qui est à Bordeaux et du coup tu vas aller vivre à Bordeaux et tu lui expliques que t'es fou amoureux d'une nana et que du coup bah tu bosseras un peu à distance, sauf que 3 mois après bah t'as déménagé à Bordeaux et tu bosses plus et t'as 40% de la société et ces 40% là on peut pas vivre avec si on a un vrai projet à développer. Du coup, faut réussir à sortir quelque chose qui dise bah ouais, tu vois Mathieu, t'es 40%, je vais te les racheter par exemple, et je vais te les racheter à une valeur à discuter ce moment-là. Mais voilà, tout ça c'est des sujets qu'il faut travailler en permanence. Ça permet au potentiel de la société que tu crées de se réaliser en fait. Sinon, ça fait toujours des blocages. C'est ça. Et c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'avec les multiples expériences que tu as eues, tu t'es assez aguerri sur tout ça. Comment ça se passe justement cette scission en quelques mots de réseau local et de ta structure? C'est quelque chose qui se fait sur très longtemps, qui se fait sur quelques mois, quelques semaines? Quelques semaines. Non, on s'est vu très rapidement. On a sorti les actifs de RL Agency, on les a mis de côté. On a informé les clients qu'on continuait. Ça changeait pas grand-chose en somme. C'est toujours Alexandre et moi qui étions l'activité. Il n'y avait pas de raison d'avoir peur. Et derrière, non, on s'est splitté en quelques semaines. On s'est remis en mode bootstrap, c'est-à-dire avec des bouts de ficelle. Ouais, avec des bouts de ficelle, exactement, avec Alexandre. Donc c'était super sympa. On a gardé que les bons clients, donc ceux avec qui on avait plaisir à travailler, pas forcément ceux qui payaient, mais ceux qui payaient bien mais qui étaient extrêmement pénibles, on s'est permis de leur dire au revoir. Et on a gardé que les clients avec qui on avait vraiment envie de travailler. Et on s'est dit, on va garder un peu de temps pour pouvoir incuber des projets au sein de RL Agency. On s'est dit, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est pas forcément passer notre temps à développer des sites pour des tiers. On voyait passer des beaux projets, on se disait, on pouvait en être, en fait. Donc, très classiquement, ce qu'on proposait aux beaux projets qui nous plaisaient, c'était de faire un discount en fait sur le prix de la création de la plateforme ou du site internet, et en plus nous rajouter du cash pour prendre des parts, une participation en fait significative dans les projets qu'on voyait passer et qui nous plaisaient, puis après on les coachait à se réaliser. Donc ça c'était vraiment un des leitmotifs dès le début de RL Agency. On s'est dit on va construire notre web agency comme ça en fait. Donc c'est intéressant, donc on a embauché quelques employés pour nous aider justement à avoir un petit peu plus de voilure. Et souvent, les employés bossaient plutôt sur les projets des clients, et nous, on se gardait du temps pour être capable de trouver, d'accompagner d'autres projets. C'est intéressant parce que je te le disais un peu en amont de cet enregistrement, c'est vraiment un modèle assez similaire qu'on développe avec Cosa Vostra aussi, avec des créations de start-up alors soit qui sont créées à 100% en interne, soit dans lesquelles on prend aussi des participations plus ou moins de la même manière. En tout cas, après, il y a forcément des différences.
Et là, donc, c'est toi, ta rencontre, on va dire, ton début de travail, RL, avec Alexandre, qui est ton sorte de... Ton partenaire, ton mon associé, associé, voilà. Mon là, compère. Ton vrai compère, ouais. Ouais. D'accord. On est en quelle année, là, cette scission Ça doit faire 2016, je pense. 2016, 2006, pardon. 2006, ouais, d'accord. 2006. Donc en 2006, vous avez votre structure à tous les deux. Vous avez combien d'employés, RL? On a dû monter à 7-8. D'accord. Et donc vous développez tout ça avec quelques projets. Il y en a qu'on a connus, qui ont bien marché. Il y a eu des succès dans ces projets. Oui, il y a des trucs un peu particuliers sur des vecteurs. Il y a par exemple, je pense à autoactu.com, qui est un site leader dans l'automobile qu'on avait réalisé. C'est B2B, c'est donc très B2B. On avait réalisé Unipress, qui est je sais pas si une association, mais c'est l'État français qui promeut la francophonie à travers le monde, à travers les magazines. D'accord. Donc, il réalise ça. On avait fait un truc super bien, on avait fait, très rigolo plutôt à réaliser, super bien, plus douteux. Le premier site de crowdfunding de Marc Dorcel. D'accord. Grosse référence. Bravo. Attention, avec toute la mécanique de crowdfunding. Payer des productions? Pour faire la production d'un film, en fait. Donc, il crowdsourçait des fonds. Et puis, derrière, c'était le plus gros investisseur. Tu pouvais choisir l'historique de la scène finale, par exemple, voire participer au tournage ou des choses comme ça. Voilà, c'était un peu, mais c'était rigolo à réaliser. Alexandre avait également une autre participation, était actif dans une société qui s'appelle FDM, et on réalisait beaucoup de logiciels pour des boîtes cotées, gestion d'actionnariat privé. D'accord. Pour des boîtes comme EDF ou L'Oréal ou CNP ou des choses comme ça, qui permettaient de faire du mailing à tous les actionnaires individuels pour les mettre au même niveau d'information que les actionnaires institutionnels. Donc ça, c'était gros système, voilà. Et tout était, tout ça nous a permis de réaliser énormément de technologies et un framework interne à la web agency qui permettait de réaliser vraiment beaucoup de choses custom. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de techno qui permettaient de ne serait-ce que faire du bon e-commerce. T'avais OS Commerce. Je vais juste reformuler, mais en gros, un framework et des choses custom, donc vous aviez développé une sorte de gros moteur techno qui permettait de redévelopper des sites sans avoir à recoder tout de zéro à chaque fois, c'est ça? Exactement. Et on capitalisait à chaque fois qu'on faisait un apport à un client. Ça nous faisait des briefs fonctionnels qui venaient s'ajouter à notre savoir-faire technologique. Et du coup, avec la variété des projets qui ont été réalisés, on s'est finalement spécialisé en e-commerce. Alors pas le e-commerce out of the box, le site de commerce particulier, parce que tu commençais à avoir des technologies type PrestaShop ou Magento qui commençaient à naître et à se réaliser pour les choses standards. On était vraiment sur des idées un petit peu plus alambiquées ou des choses qui avaient besoin de développement spécifique en fait. Et donc on a au fil des années capitalisé dans beaucoup de technologies un peu pointues. Et je pense que c'était un des atouts de Vestiaire Collective, un Vestiaire de copines. Quand on a lancé Vestiaire au départ, c'était son premier nom, Vestiaire de copines. Et c'est que on avait un savoir-faire technique et des choses qui marchaient déjà en fait. Qui tournaient sur plein de clients, qui nous ont permis très rapidement d'aller fabriquer cette plateforme avec tous ces outils, tous ces briques Lego en fait qu'on avait réalisés au fil des années dans RL Agency. D'accord. Et du coup, avant de venir justement sur cette création, vous avez créé tous ces projets, vous en avez revendu certains? Là, j'ai l'impression que quand je te regarde, les gens voient pas ton sourire, mais que tu vois cette période avec beaucoup de bienveillance et ça avait l'air d'être pas mal l'éclate. C'est le cas et ça vous rapportait de l'argent, ça marchait bien, c'était fantastique. Ouais, non, ça marchait bien, ça nous a permis d'acheter nos appartements, on se payait des salaires très convenables. On a mis plusieurs années, une fois qu'on est rentré dans le vestiaire, à retrouver le niveau de vie qu'on avait à l'époque de RL Agency. Le jour où on est passé de RL Agency
à Vestiaire Collective, il y a quand même eu une descente de rémunération. On a mis quelques années à revenir. Non, c'était bien, c'était joyeux, c'était vraiment. On faisait quelque chose qu'on connaissait très bien et que Alexandre et moi on maîtrisait depuis des années. Donc on est dans une forme de confort, voilà, très hédoniste. T'avais plus de 10 ans d'expérience dans un truc qui existait depuis 10 ans, donc de toute façon. Franchement, c'était facile. On le considérait pas vraiment comme du travail. On passait du temps. Et ce temps générait des kilos euros en fait. D'accord. Et du coup, c'était très, voilà, c'était une vraie belle période, très très intéressante. Très bien. C'est marrant parce que du coup, sans être autodidacte pur dans le sens, bon, tu as eu le bac et t'as fait quelques années d'école. On a vraiment l'impression que sur le côté business digital, ouais, vous avez de toute façon appris tout sur le tas. Et notamment parce que le digital existait à peine quand vous avez commencé et vous avez grandi avec tout ça. C'est vraiment et c'est assez couillu, excuse-moi l'expression, mais parce que en 98 se lancer sur tout ça, moi je veux dire que je devais être à peu près au même niveau d'études 1 ou 2 années derrière, mais je veux dire j'ai quand même mis quelques années de plus que toi avant de me lancer complètement dans tout ça. Fallait quand même avoir une envie, une gestion de priorité intéressante là-dessus. Ouais. Moi, j'ai jamais ressenti vraiment la prise de risque en fait, à aucune des étapes de mes pivots personnels. D'accord. Aucun, même ma sortie de Vestiaire Collective. Alors, bien sûr, ça m'a posé plein de questions. Et peut-être qu'on en reparlera, mais c'est pas des décisions faciles à prendre, mais jamais eu la sensation de prendre des risques importants en faisant ces sorties-là. Tout s'est toujours passé naturellement. Du coup, je me suis pas dit je vais monter une boîte et voici toutes les étapes que je vais devoir passer pour réussir à l'accomplir. On s'est pas posé ces questions comme ça. C'est peut-être pour ça que t'as pas l'impression d'avoir pris de risque, c'est ce que tu dis. Exactement. Alors une forme d'inconscience, d'insouciance, de candeur ou un truc comme ça, mais tout à fait en fait. Tout à fait, je l'assume en plein. Je pense qu'avec Alexandre, on s'apporte beaucoup de confiance l'un à l'autre. On est tous les deux des faiseurs, donc lui développe, moi je code, et bien sûr, en dehors de ses hard skills, j'aime bien le concept, on a appris énormément de choses dans la gestion de société à tous les niveaux, si tu veux. On a chacun des talents un peu complémentaires. Et le business, c'est toi, quand même. Non, Alexandre est autant business que moi. Et souvent, tu vois les schémas de le CTO, il fait ça, CTO directeur technique, il fait ça, le CFO, etc. Et ça a été juste, c'est des carcans assez piégeants, en fait. Parce que je pense que, je pense à Alexandre, en l'occurrence, tout le monde n'est pas comme ça, mais on a tous les deux des business énormes, et je pense que on fait des rendez-vous commerciaux quand on en faisait ensemble, et tantôt c'est lui qui est meilleur, tantôt c'est moi en fait. Il y a pas souvent tu vas avoir un business meeting, c'est de la confiance que tu vends, donc le client souvent le prix est même très secondaire, il va venir acheter les gens auxquels il croit le plus en fait. C'est ça le truc en fait. Et du coup voilà, donc c'est très non on partage vraiment la vue business, la vue notre boîte RL Agency, elle est montée à 50-50 en fait. Ça n'a jamais posé le moindre problème. Et je dis pas qu'on s'engueule pas, ça arrive tout le temps, mais voilà, on s'est parlé. Pour préciser là-dessus, c'est vrai qu'il se dit que beaucoup les boîtes à 50-50, ça peut être le bordel parce que quand t'es pas d'accord et que tu t'engueules vraiment, c'est vrai, tu bloques tout quoi. Donc idéalement, on va dire plutôt un 51-49 ou un 49-49 puis un arbitre qui va avoir 2% ou des basiques qu'on apprend et qu'on respecte jamais. Mais c'est intéressant aussi ce que tu dis sur le meeting et que tu vends ta confiance et que le prix peut être secondaire. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de vrai. Bon alors dans certains meetings, il faut voir que le prix reste quand même très important, mais en effet, je pense que là-dessus, selon ton interlocuteur en plus en face, l'un ou l'autre peut être meilleur parce qu'il y en a un qui va justement avoir un ressenti, un feeling, être en forme, pas en forme, etc. Donc c'est vraiment intéressant. J'ai vu beaucoup de ces choses-là moi en ce moment avec Cosa Vostra, donc c'est toujours marrant de voir un peu comment d'autres l'ont vécu ou le vivent. Et du coup arrive dans tout ce flot de projets que vous prenez chez RL Agency, un projet. Comment arrive ce projet Vestiaire de copines ? C'est quoi l'histoire du coup ?
Alors nous, on avait fait plusieurs sociétés, petites boîtes, dans lesquelles on avait pris justement des participations et qu'on coachait. Je pense à une notamment qui était une bonne idée, un bon projet qu'on n'a pas réussi à bien exécuter, qui s'appelait Shade Beauty et qui faisait de la cosmétique ethnique. Donc c'est un site de e-commerce, tu pouvais acheter des produits pour les peaux noires, mat, etc. C'était plutôt bien placé à un bon moment. À la fin, ça n'a pas bien fonctionné. Et notre réflexion en fait avec Alexandre était de dire tout ça c'est des PM, des petites boîtes. Hein. Et nous on lisait les blogs qui parlaient de Google, de Facebook, enfin voilà. Et on se disait waouh, on a envie de faire une aventure comme ça. On a envie de faire go big or go home. Quoi. Ouais. Et je me rappelais de ma levée de fonds que j'avais refusé quelques années avant. Et je me disais non, c'est dommage. Il faut faire un truc gros quoi. Donc vraiment on se disait on va faire un truc, il faut qu'on aille aux États-Unis, machin et tout. Bon, c'est une grosse boîte. Et des concepts que j'ai sur ce podcast, et là je vais te laisser aller, excusez-moi à tous de t'interrompre à ce moment. Je t'en prie. Je saurais reprendre. Mais que j'ai eu par exemple avec Jean-Yves Bernard, que j'ai reçu ici, des concepts qui vont être, je parle du go big or go home, qui est un concept très américain dans l'approche, qui va se confronter à d'autres concepts de small is beautiful. Je suis tout seul dans ma boîte, je développe mes choses. Finalement, je vais peut-être faire, entre guillemets, que 20 000 euros par mois de revenus, mais si je marge à 10 ou 15 000 euros, je vais avoir un salaire solide et puis personne m'emmerde et je fais tout dans mon coin, versus des choses où on parle de plus de 100 millions d'euros de revenus générés pour Vestiaire Collective. On n'est pas du tout dans les mêmes dimensions et avec les mêmes leviers. Donc, c'est intéressant de voir aussi cette transition que vous avez eue tous les deux avec Alexandre, de se dire, OK, maintenant on veut aller dans une autre cour, quoi, un autre niveau de business, c'est ça? C'est ça, exactement. Ça ronronnait, notre petite agence. Je te disais, c'était très rentable, on était bien, c'était amusant, on prenait vraiment du bon temps, c'était facile, juste à côté de chez nous. C'était très plaisant. Mais ça nous faisait vraiment rêver de se dire qu'on pouvait monter une start-up et de faire quelque chose de très très ambitieux, d'avoir des levées de fonds et d'être millionnaire et tout ça. C'était vraiment le truc qui nous faisait rêver. L'argent était un drive? Ouais. Non, Alexandre, enfin, le score peut-être, mais pas... non, c'est pas un drive. Non, le compte en banque est pas un drive. Je n'oserais pas dire que ça n'impacte pas la vie de tous les jours. Bien entendu, ça change tout en fait. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire que ce qu'il y a devant moi quand je pense à un projet, je pense à être capable de le faire grandir, le scale, etc. Mais l'argent est secondaire en fait dans les objectifs qui m'animent. Et du coup. Par contre, le score en millions d'élevés que tu pouvais faire, ça c'est quelque chose de vibrant en fait. C'est dire waouh, on va avoir des millions, les gens vont vous faire confiance contre des parts de nos sociétés, et puis on va pouvoir se développer, embaucher. Et on n'avait pas spécialement l'idée en fait. Donc, on a commencé à essayer d'animer notre réseau pour trouver des personnes qui avaient des idées, qui portaient des projets. Et via ce vecteur-là, en fait. Le projet qui nous a le plus séduit était Vestiaire de copines. Donc on était potes avec un business angel qu'on aimait bien, avec qui on avait fait quelques petits side projects, donc des projets un petit peu en marge de l'activité principale que tu fais le soir comme ça pour te faire plaisir, et parce que t'aimes ça. Et du coup il nous a fait rencontrer un bon truc d'entrepreneur, hein. C'est vrai que pour beaucoup le side project c'est quand même déjà quelque chose de lunaire, mais voilà, c'est une vraie passion. C'est une vraie passion. Ouais, exactement. C'est comme je la partage. Ouais. C'est donc, tu dis, c'est pas grave, je vais faire ça samedi, dimanche, et puis, tu te fais un week-end, un bout de hackathon, et à la fin, t'as un truc rigolo. On en a fait pas mal avec Alexandre, des petites choses comme ça, des petits jeux sur iOS, ou des trucs, faire des tables de poker dans un iPad pour enlever les cartes, qu'on a fait tourner. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses assez rigolotes. Et du coup, Thomas, notre ami, Business Angel. Thomas, comment on peut le citer? Ouais, Thomas Delalande. D'accord. Thomas Delalande. J'ai plus le nom d'investissement en tête dans lequel il est aujourd'hui, mais il sévit encore, Thomas. D'accord. Et donc Thomas nous fait rencontrer Sébastien pour répondre à notre envie justement de rencontrer des porteurs de projets. Sébastien Fabre, donc qui est aujourd'hui le CEO de Vestiaire Collective et un des cofondateurs de la boîte. Et du coup, on se rencontre chez La Durée, si je me rappelle bien, la première fois. Et rapidement, on se dit, on va se revoir. On n'a pas spécialement encore brassé d'idées ensemble, mais on va se revoir. Sébastien, c'est un type smart. Thomas aussi. On se fait une petite réunion
il y a longtemps, et je ne dirai pas où, on ne sait jamais, et on se fait une petite réunion avec Thomas et Sébastien, et on se présente un petit peu nos idées collectivement. Thomas en a, j'en ai, Sébastien en a. Et à l'époque, Sébastien décide de lancer une autre idée que Vestiaire. Il a l'idée des vestiaires de copines qu'il a eu avec Sophie, une autre associée une des cofondatrices de Vestiaire, et Sophie Hersan. Et du coup, il décide de lancer un autre projet, plus dans le marketing en fait. Et il nous rappelle quelques semaines après. Donc nous on dit non, avec Alexandre, le projet de marketing nous plaît pas, mais si jamais tu veux lancer Vestiaire, on est chaud. C'est vraiment ça nous plaît beaucoup, quoi. Et voilà, quelques semaines après, il nous rappelle pour lui demander un petit coup de main sur son projet marketing qui marchait pas très bien techniquement. Puis on lui dit non, mais par contre, on t'aidera pas parce qu'on le sent pas trop. Par contre, si tu veux lancer Vestiaire, on est chaud bouillant en fait. Et donc après, Sébastien a réussi à créer tout ce qu'il fallait pour que ça se passe en fait, donc, réunir les bonnes personnes, trouver les premiers potentiels investisseurs, business angels à l'époque. Et puis nous, on a incubé dans RL Agency en fait toute la partie technique, développement, et puis voilà. D'accord. Et du coup, ça se lance tout ça en 2010 à peu près, 2009 2009, ouais. Mais il y a un an de projet à peu près entre le moment où on se rencontre avec Sébastien puis avec les autres. On consolide toute l'équipe de cofondateurs de Vestiaire et on commence à travailler. Les premiers PowerPoint avec les maquettes de design commencent à passer. On réalise les premiers prototypes. On essaie de trouver les bons relais de business qui vont nous permettre de donner de la notoriété, de la crédibilité à un site un peu concept quand même, acheter et vendre des fringues d'occasion sur le web. Et donc un an de genèse, et le site est live en octobre 2009. Octobre 2009. Et du coup, là vous avez donc monté tout ça, vous avez levé de l'argent déjà en octobre ou juste après? On lèvera quelques jours après. D'accord. On devait lever avant, okay. Mais comme ça se passe souvent, plein de gens super emballés par ton projet qui te disent bah ouais, moi je vais mettre 50 000, moi je vais mettre 100, je vais faire cela. Donc on avait potentiellement réuni pas loin de 400 000 euros, mais ça signait pas en fait. D'accord. Ça venait pas du tout. Et pendant un moment, on était même on parlait donc à des maisons d'édition digitale très connues, et dont une nous a accompagnés sur le lancement du site internet qui était le site.l.fr, et où sur le vestiaire de copine est sorti avec le logo L dessus en fait, voilà, la caution de L je veux dire. Et du coup c'était voilà, on avait enclenché pas mal de choses, mais on n'arrivait pas à dérouler en fait et à signer cette levée de fonds. La chance que nous avions, c'est que notamment nous avions pas mal de cofondateurs qui pouvaient bosser dans leur coin à récupérer des vêtements, à les photographier et à générer en fait toute cette masse de travail sur leur temps. Et puis de notre côté, avec la web agency, nous avions du personnel qui pouvait travailler avec nous à développer toute la techno. Donc notre personnel, plus nous, plus tous les associés, ça donnait suffisamment pour être capable de sortir un site internet. On n'avait pas besoin de cet argent-là. Donc lorsqu'on a commencé à faire traîner un petit peu la première levée de fonds en disant bah on va vraiment enclencher quand on aura les sous, et à un moment donné on s'est dit ouais, ça se trouve ça va se compliquer, et des gens qui vont nous piquer notre idée et la faire avant qu'on soit lancé, et on s'est dit bon bah allons-y, et on est parti dans un run et on a réussi à sortir le site internet, et tout ça a fait l'effet magique. Donc on a dégénéré des ventes dès le premier jour sur le site, quelques-unes, mais des ventes quand même. Et du coup le site lancé, les premières ventes, la première promotion réalisée, et ben ça a créé un sentiment d'urgence en fait, d'engouement, tout à fait. Fear of missing out. Ouais, qui a fait que la levée qui était en train de se faire du premier business angel, elle s'est clôturée assez rapidement en fait. Sachant que vous étiez quand même finalement une forme de business angel, c'est-à-dire que par exemple toi avec RL tu facturais pas. Si, on a facturé, c'est hyper important de gérer ces choses-là. Mais disons que, ou plutôt prends-le différemment, s'il avait fallu fabriquer ce site internet-là avec une agence, je pense qu'à l'époque, ça nous aurait coûté 200, 300, voire 400 000 euros. Et que donc on a bossé ce qu'on appelle aujourd'hui agile, Scrum et compagnie. Mais
si tu veux, la réflexion d'une telle plateforme, tu la fais pas un jour sur ton PowerPoint en fait. C'est vraiment hyper itératif quoi. Oui. C'est-à-dire que et pour la réaliser, on l'a changé. Là, tous les associés ont participé à ça. Et les employés qui étaient avec nous au départ du côté plutôt web agency ont travaillé à réaliser en fait tiens, il faut un formulaire de dépôt, faut ceci, faut tel type de fonctionnalité, et on a créé comme ça en live. C'est hyper important ce que tu dis, parce que déjà il y a deux choses que je voudrais noter, c'est 200, 300, 400 000 euros. C'est que un site comme ça, avant de le lancer, c'est pas du bricolage, même à 30, 40, 50 000 euros, c'est un énorme une énorme machine très costaud qui est posée sur des technos que vous aviez. Donc ça, c'est un point important, parce que beaucoup de gens pensent qu'on peut lancer des grosses machines comme ça pour 3 francs 6 sous, ce qui est pas forcément vrai. Enfin, tout à fait, certains business tu peux, mais quand même souvent c'est pas vrai. Et l'autre chose que je note, c'est cette approche agile, itérative. Donc un business comme ça, tu peux pas le lancer en disant je vais passer 6 mois à écrire un cahier des charges qui doit plus bouger, je vais le donner à une agence et elle va le faire. Ça marche pas dans la vraie vie. Exactement, c'est-à-dire que il faut rentrer dans un truc où je commence quelque chose, je me dis tiens non ça c'est mal gaulé, je vais plutôt le faire comme ça. Donc je refais quelque chose. Et tu vois, nous c'est des choses, alors tu as dû le vivre aussi en agence, mais c'est des choses où avec certains clients ou certains partenaires, même dans certaines boîtes, on nous demande des forfaits ou des devis, et puis après on nous dit oui mais je veux que tu bosses en méthode agile. Tu dis mais non, en fait c'est pas possible, parce que soit je te dis ça va coûter tant et je dois faire exactement ce que tu me dis, soit on a une zone un peu une masse à peu près approximative, et puis on va apprendre en marchant, on va corriger, revenir en arrière, aller plus vite sur des choses, aller moins vite sur d'autres, et voilà. Et donc au-delà du mode d'agence, quand on crée une start-up, c'est important de bien voir que dans son financement, on n'a pas un prix exact sur le proof of concept, sur la V0, la V1, et que tout ça, c'est quelque chose sur lequel il faut, si on peut lever, par exemple, lever un peu plus, beaucoup plus, pour avoir un peu les coups des franges, et surtout aller vite, si j'ai bien compris aussi. Relativement, 1 an. Oui, aller vite. Dans le 1 an, il y a eu 1 an de travail, il y a eu beaucoup de temps de séduction et de calage aussi, pour savoir vers quelle aventure et comment monter tout ça. Mais je te rejoins complètement, c'est-à-dire que on n'aurait pas été capable intellectuellement de poser les 3 mois de développement de Vestiaire Collective au départ sur un bout de papier. En fait, c'est pas possible. T'as besoin de voir tourner. Donc aujourd'hui, il y a énormément de littérature sur le lean startup, etc. L'intérêt d'avoir de l'agile plutôt que des cycles en V. Donc ouais, c'est fondamental. C'est-à-dire que bien sûr, tu peux pas. C'est pas possible de créer un cahier des charges sur ne serait-ce qu'un POC vaste pour réaliser. Bien sûr, tu peux faire ton premier applicatif. Bien sûr, tu peux imaginer des applications assez spécifiques, plutôt petites ou qui se commercialisent facilement, mais une plateforme avec beaucoup de technologie, ça marche pas. Et donc là-dessus, vous lancez. Vous lancez quoi ? C'est quoi Vestiaire ? Parce qu'il faut quand même le redire. Vestiaire de copine. Ou à l'époque, peut-être. Alors tu dis que c'est resté ce que vous vouliez que ce soit, mais c'est quoi la base ? C'est quoi l'idée ? Alors, c'est quoi l'elevator pitch ? La base, c'est simple. À l'époque, donc il y a 10 ans, les sites de vente entre particuliers, c'est Le Bon Coin, Price Minister, eBay, qui sont toujours là aujourd'hui. Et du coup, nous, on se disait que pour ce qui est des articles de haute valeur, donc un sac Chanel qui peut valoir 2-3 000 euros d'occasion en fait, et ben chaque sac Chanel là, tu peux pas l'acheter sur Le Bon Coin ou eBay ou Price Minister, parce que déjà tu vas pas être sûr que c'est un vrai. Et même si tu as la conviction que c'est un vrai, que tu peux prendre le risque, donner 2 ou 3 000 euros en liquide à quelqu'un à la sortie du métro, c'est vraiment des actes pas jouables. Donc on s'est dit, bah voilà, il y a des sacs du coup qui dorment dans les placards pour qu'ils soient commercialisables, commercialisés, vendus, rachetés, parce que c'est des pièces merveilleuses en fait. Hermès, Rolex, Vuitton, enfin je pourrais te citer des milliers de marques, enfin des centaines en tout cas. C'est vraiment des objets fabuleux, et pour qu'ils redeviennent liquides et qu'ils trouvent des nouveaux possesseurs, eh bien il fallait créer un tiers de confiance
ce tiers de confiance, depuis le départ, on s'est dit il va voir physiquement les articles passer. Donc ça veut dire qu'il va falloir monter tout un système opérationnel qui permet, lorsque l'acheteur prend l'article, que l'article soit acheminé chez Vestiaire, qu'on contrôle physiquement l'article, qu'on regarde s'il est authentique, vrai, exactement. Ensuite, qu'on regarde s'il est dans l'état d'usage qui a été déclaré par le vendeur, pour que l'acheteur soit content de le recevoir. Et si jamais il y a des anomalies, il fallait qu'on gère le tout. Donc, évitons que acheteur et vendeur soient en relation. Faisons en sorte que ce tiers de confiance il soit capable de prendre l'ensemble de la relation et de garantir parfaitement que sans que tu aies besoin de te dépatouiller avec un mauvais vendeur ou un mauvais acheteur va savoir. Donc on collecte l'argent et on contrôle physiquement les articles. Donc j'achète en fait l'article pas à Vestiaire Collectif, pas au vendeur, je l'achète à Vestiaire Collectif. Non, le montage c'est vraiment tu l'achètes à un particulier et nous on est le tiers de confiance. Donc on va juste collecter ton argent en tant qu'acheteur, si tu es acheteur, collecter ton argent et le mettre en séquestre en fait, le temps que la transaction elle se fasse ou elle se fasse pas. Et ce qu'on va apporter en fait à toi acheteur, c'est un service en l'occurrence, vérifier que les articles ils sont authentiques et qui sont conformes à leur état d'usage. Et pour le vendeur, ce qu'on lui propose, c'est des millions d'acheteurs aujourd'hui. Et donc la capacité de bien vendre ces articles extrêmement précieux. Avec un modèle économique qui est basé sur finalement une commission qui peut être assez franche parce que elle est c'est pas basé uniquement sur le volume, c'est basé aussi sur la vérification. Donc tu peux légitimement dire je prends pas 2%, 5%, tu peux prendre un peu plus. 25. 25, ouais, voilà. L'ordre de 25 en moyenne. Et donc oui, à l'époque, tu avais un blogueur célèbre qui s'appelle Jeff Jarvis, qui avait fait un bouquin très connu qui s'appelle La méthode Google, qui expliquait que les plateformes, et normalement, où les marketplaces, elles devaient prendre le minimum possible. Et en fait, ils expliquent que Google gagne beaucoup d'argent avec quelques centimes sur tous leurs produits publicitaires. Et donc, le trend, le message passé à l'époque, c'était très de dire il faut prendre un minimum, quoi. Et une marketplace qui prendra 6%, elle aura plus de potentiel qu'une marketplace qui prendra 12%, en fait. Et donc, toutefois, nous, on est une marketplace qui a un métier qui est autre chose que faire de la mise en relation avec entre particuliers, en fait, ou entre différentes parties. Nous, on a un vrai travail au milieu. Et pour nous, ce travail-là, c'était la clé de la confiance du marché, en fait. Donc, la solution de facilité était comme certains des concurrents de ce marché-là sont lancés en France et ailleurs, c'était de faire la verticale un peu à la Price Minister, acheteur, vendeur, et s'il y a des problèmes, vous pouvez nous parler et on va vous aider à les résoudre, en fait. Dans la réalité, ça marche pas, en fait. Pas sur des paniers à cette hauteur-là. Ouais. Et quand tu as des articles, et quotidiennement, on vendait des articles on vend toujours des articles à plus de 10 000 euros, c'est pas ça que le marché veut. Le marché, quand tu mets 10 000 euros dans un sac à main, t'imagines bien que tu veux que ce soit impeccable, en fait. Donc, Vestiaire Collective apporte ce côté impeccable. Voilà pour cette coupure un peu abrupte, j'en conviens, de cette discussion avec Christian Georges. J'espère que ça vous a plu pour cette première partie. On se retrouve dès la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette discussion. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes, profitez bien. C'est le bon moment pour prendre de bonnes résolutions. Il faut aussi pas trop manger, faire du sport, hein. On lâche pas tout comme ça. Mais voilà, je vous souhaite de profiter, idéalement avec vos proches si vous en avez la chance. Je vous dis à très bientôt sur Génération Do It Yourself. N'oubliez pas de passer le mot. Je compte sur vous sur ce point. À très vite. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.